Fermez les yeux un instant. Essayez de vous souvenir. Entendez-vous ce bruit familier, ce craquement caractéristique de l'aiguille qui se pose doucement sur le vinyle noir d'un tourne-disque? Sentez-vous cette odeur si particulière de l'encre violette qui imprégnait les buvards de nos écoles primaires? Si ces souvenirs éveillent en vous une douce chaleur, alors vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, nous allons faire un grand et beau voyage dans le temps. Nous retournons ensemble dans la France des années 60. Une époque qui, avec le recul de nos vies bien remplies, nous semble souvent auréolée d'une lumière plus douce, plus vraie. Nous allons explorer 20 détails oubliés, 20 petits fragments du quotidien qui prouvent à quel point la vie d'alors possédait une magie que le monde moderne a quelque peu égarée. Installez-vous confortablement, comme si nous prenions un café ensemble autour de la table en formica de la cuisine. Et restez bien avec moi jusqu'à la fin, car le dernier souvenir que nous évoquerons, celui de l'attente silencieuse et du papier parfumé, risque fort de faire monter une petite larme d'émotion à vos yeux. Avant de plonger dans nos souvenirs précis, prenons un moment pour ressentir l'atmosphère de ces années-là. Dans les années 60, le temps ne filait pas entre nos doigts comme du sable fin. Il avait une consistance, une épaisseur. Nous ne vivions pas dans l'urgence perpétuelle, rythmée par les notifications et les écrans lumineux. L'attente faisait partie intégrante de la vie, et loin d'être une frustration, elle donnait de la valeur aux choses. On attendait que le poste de télévision chauffe, on attendait la lettre du facteur, on attendait le dimanche pour manger de la viande rôtie. Et c'est précisément cette attente qui créait la joie de la récompense. On entend souvent dire aujourd'hui que nous étions moins connectés. Quelle erreur monumentale! Nous étions peut-être déconnectés des machines, mais nous n'avons jamais été aussi profondément reliés les uns aux autres. Les regards se croisaient dans la rue, les voisins se parlaient par-dessus la haie, le commerçant connaissait le prénom de vos enfants. La richesse de cette époque ne se mesurait pas en pixels ou en gigaoctets, mais en poignées de mains chaleureuses, en éclats de rire partagés sur le palier et en moments de pure présence. Commençons ce voyage par nos papilles et nos narines. Rappelez-vous le rituel de l'épicerie de quartier et l'odeur enivrante du café moulu. À l'époque, on n'allait pas dans d'immenses hangars impersonnels pour pousser des chariots métalliques. On poussait la porte vitrée de l'épicier, déclenchant le tintement d'une petite cloche en laiton. Et là, c'était un festival pour les sens. Le moment suprême, c'était lorsque l'épicier versait les grains torréfiés dans ce grand moulin électrique, rouge ou argenté, qui trônait sur le comptoir. Le moteur se mettait à gronder, et soudain, un parfum puissant, chaud et réconfortant envahissait toute la boutique, s'échappant même dans la rue pour prévenir les passants. L'épicier vous remettait ensuite un sachet en papier kraft, chaud au toucher, dont on rabattait soigneusement les bords. Ce sachet, on le portait contre soi jusqu'à la maison, comme un petit trésor. Le commerçant prenait toujours le temps de demander des nouvelles de la santé de grand-mère ou des résultats scolaires du petit dernier. Ce n'était pas juste un acte d'achat, c'était un lien social quotidien, un repère rassurant dans la semaine. Poursuivons avec un souvenir qui a rassemblé des millions de Français. Le rituel de l'Office de radiodiffusion télévision française, l'inoubliable et unique chaîne de télévision en noir et blanc. Avoir la télévision à la maison était encore un privilège récent au début de la décennie. Le poste imposant, avec son coffrage en bois verni, trônait au centre du salon. Allumer cet appareil relevait de la cérémonie. Il fallait tourner un gros bouton rond qui faisait un clic sonore, puis attendre. Attendre que les lampes chauffent à l'intérieur. Un petit point lumineux apparaissait au centre de l'écran, s'élargissant lentement jusqu'à révéler la fameuse mire au motif géométrique, accompagnée d'un son continu et strident. Puis, la speakerine apparaissait, souriante, élégante, s'adressant à nous avec une politesse exquise pour annoncer le programme du soir. Il n'y avait pas de télécommande. Il fallait se lever pour ajuster le contraste ou le volume. Le lendemain matin, à l'usine, au bureau ou à l'école, toute la France parlait de la même émission, du même film de cap et d'épée ou du même reportage de 5 colonnes à la une. Cette chaîne unique, loin de nous diviser, était le ciment d'une culture commune que nous partagions tous. Et comment ne pas évoquer nos années sur les bancs de l'école primaire?
L'image de la blouse d'écolier et le parfum inoubliable de l'encre violette. Dans nos classes, l'uniformité de la blouse, qu'elle soit grise, noire ou à petits carreaux, effaçait les différences sociales. Nous étions tous des élèves de la République. Mais ce qui marque le plus notre mémoire sensorielle, c'est ce bureau en bois incliné, avec son petit trou en haut à droite. C'est là que le maître ou la maîtresse venait remplir notre encrier en porcelaine blanche avec une grande bouteille. Le rituel consistait à tremper délicatement notre plume métallique sergent-major dans ce liquide précieux. Si l'on appuyait trop fort, les pleins et les déliés se transformaient en affreux pâtés qui transperçaient la feuille. Il fallait faire sécher l'encre brillante avec le papier buvard rose ou bleu, souvent recouvert de publicité pour des biscuits ou des chaussures. Et cette odeur d'encre, une odeur un peu âcre, métallique, mélangée à celle de la craie et de l'encaustique qui faisait briller le plancher. C'était l'odeur du travail bien fait, de l'application et de l'apprentissage patient. Plongeons maintenant dans l'atmosphère sonore de nos cuisines familiales. Souvenez-vous du bruit métallique et régulier du moulin à légumes manuel, souvent de la marque Peugeot. C'était l'outil indispensable du dimanche midi. Il n'y avait pas de robot électrique silencieux et rapide. Pour faire une vraie purée de pommes de terre ou un coulis de tomates, il fallait donner de l'huile de coude. La cuve en fer blanc étamé s'accrochait au-dessus d'un saladier en verre trempé. On y versait les légumes fumants. Et là, quelqu'un, souvent la mère de famille ou un enfant mis à contribution, tournait la manivelle avec sa poignée en bois rouge. Le bruit était caractéristique. Un grincement métallique, un raclement continu de la lame contre la grille perforée. Clic-clac, clic-clac. Et la purée sortait en dessous, en petits filaments onctueux. Ce travail manuel prenait du temps. Il demandait un véritable effort physique. Mais le résultat avait un goût que l'on ne retrouve dans aucun sachet en flocons aujourd'hui. C'était le goût de l'amour maternel, du temps consacré à nourrir les siens avec ce que la terre offrait de plus simple. Parlons d'une époque où communiquer à distance exigeait une véritable logistique. Le souvenir de la cabine téléphonique à pièces et du lourd bottin des PTT. Aujourd'hui, tout le monde a un téléphone dans la poche. Mais dans les années 60, appeler un proche quand on n'était pas chez soi était une petite aventure. Il fallait trouver une cabine vitrée, souvent située près du bureau de poste ou de la gare. Ces cabines sentaient le tabac froid et le papier jauni. À l'intérieur, accroché au bout d'une chaîne solide, pendait l'annuaire téléphonique, d'une épaisseur et d'un poids impressionnants, dont les pages cornées et usées par des milliers de doigts portaient l'histoire de tout un département. Il fallait chercher le numéro, espérer avoir la bonne monnaie dans sa poche. Les grosses pièces jaunes tombaient dans la fente avec un bruit mat. On composait le numéro en tournant le lourd cadran rotatif qui revenait à sa place avec un cliquetis mécanique régulier. Et si la personne ne répondait pas, eh bien, on réessayait plus tard. L'immédiateté n'existait pas. On apprenait la patience, et entendre enfin la voix de la personne aimée au bout du fil n'en était que plus précieux. Revenons à ces petits matins brumeux, avec le passage rassurant du laitier et de ses bouteilles en verre. Avant que les briques en carton ne colonisent nos réfrigérateurs, le lait frais arrivait directement à notre porte. Très tôt le matin, alors que le soleil perçait à peine à travers les volets clos, on pouvait entendre le bruit du petit camion ou de la camionnette du livreur. Puis venaient les bruits de pas pressés dans l'escalier ou sur le gravier de la cour, et surtout, ce tintement cristallin inimitable. Le choc léger des bouteilles en verre épais qui s'entrechoquaient dans le casier métallique. Le laitier déposait les bouteilles pleines devant la porte et récupérait les consignes vides que nous avions pris soin de rincer la veille. Le lait de cette époque avait une saveur différente, plus riche. Sur le dessus de la bouteille, fermée par une simple capsule en aluminium que l'on enfonçait avec le pouce, se formait une épaisse couche de crème. Certains se battaient pour l'étaler sur une tartine, d'autres la repoussaient avec grimace. Mais cette bouteille consignée représentait un monde sans gaspillage, un monde de bon sens. Partons maintenant sur les routes de nos vacances. Le rituel sacré du départ sur la fameuse Nationale 7 à bord des voitures de l'époque. Que ce soit une Peugeot 404, une Renault Dauphine ou une Citroën DS pour les plus chanceux, le départ en vacances d'été était une expédition monumentale.
Il n'y avait ni climatisation, ni autoroutes aseptisées. Les bagages étaient entassés jusque sur la galerie de toit, solidement attachés avec des tendeurs. On roulait les fenêtres grandes ouvertes, laissant entrer l'air chaud et l'odeur des gaz d'échappement mélangée à celle du sky brûlant des sièges qui collaient à l'arrière de nos cuisses. Le père conduisait avec concentration, tandis que la mère tenait la grande carte Michelin dépliée sur ses genoux, devenant la navigatrice officielle de la famille. Le trajet durait des heures, souvent des jours entiers. Mais le moment le plus magique restait le pique-nique sur le bord de la route. On sortait la table pliante, les œufs durs, le jambon blanc, les tomates à la croque en sel et le thermos de café. On regardait passer les autres voitures, unies dans cette grande transhumance estivale vers le sud. Un autre objet symbolique de ces années-là est sans doute le fameux filet à provisions en coton pour aller chercher le pain. Bien avant l'ère du plastique jetable, nos mères et nos grands-mères utilisaient ce petit accessoire en maille extensible. Plié, il tenait au creux de la main ou au fond de la poche du tablier. Mais une fois rempli, il s'étirait pour accueillir toutes les courses du jour. Le voyage à la boulangerie était un rite quotidien. On y allait à pied, en saluant les voisins. La boulangère, derrière son comptoir en marbre, vous tendait une baguette croustillante dont le bout, le fameux crouton, ne survivait jamais au trajet du retour. On le glissait dans ce filet en coton, dont les mailles laissaient s'échapper la farine qui venait blanchir nos vestes. Ce filet, c'était le symbole d'une économie locale, d'achat fait au jour le jour, en fonction des besoins, sans amasser de réserves inutiles. Il nous rappelle un mode de consommation plus respectueux, plus lent, où l'on connaissait le visage et le sourire de ceux qui fabriquaient notre nourriture quotidienne. Faisons maintenant vibrer nos tympans avec le souvenir des tourne-disques Tépaz et de la musique de nos jeunes années. Pour la jeunesse des années 60, l'arrivée des fameux manches-disques et surtout des valisettes tourne-disques a été une révolution absolue. Cette petite valise recouverte d'un plastique texturé, souvent bicolore, cachait un trésor. On soulevait le couvercle avec précaution, on branchait la prise et on déposait délicatement la galette noire, ce fameux 45 tours en vinyle. On retirait le bras de son encoche et on l'abaissait avec une infinie douceur sur le sillon extérieur. Le léger grésillement avant le début de la chanson était le prélude à la fête. C'était l'époque des yéyés, de Johnny Hallyday, de Sylvie Vartan, de Françoise Hardy ou de Claude François. On achetait le disque chez le disquaire en économisant son argent de poche. On se retrouvait dans la chambre d'un ami, assis en tailleur sur la moquette, pour écouter la même chanson en boucle, en lisant religieusement les paroles imprimées au dos de la pochette cartonnée. La musique se touchait du doigt, elle avait une matérialité fascinante. Rapprochons-nous maintenant de la chaleur du foyer familial. Souvenons-nous de ces soirées d'hiver passées autour du poêle à charbon ou à mazout. Dans de nombreuses maisons, le chauffage central n'était pas encore la norme. La vie de la famille s'organisait littéralement autour de la source de chaleur. Le poêle, trônant au milieu de la pièce principale ou dans la grande cuisine, exigeait de l'entretien. Il fallait descendre à la cave chercher le seau de charbon, un travail souvent salissant où la poussière noire collait aux doigts. Le soir, on se regroupait le plus près possible de ce cœur brûlant. L'avant du corps grillait, tandis que le dos restait froid. Mais c'était précisément cet inconfort relatif qui forçait la famille à se rassembler. On y lisait le journal, on y faisait ses devoirs, on y épluchait les légumes pour la soupe du lendemain, les femmes y raccommodaient les chaussettes. Le bruit du feu qui ronflait dans le tuyau et l'odeur caractéristique de la combustion rythmaient ces veillées silencieuses et paisibles. Le poêle n'était pas qu'un radiateur, c'était l'âme lumineuse de la maison. Et que dire de la façon dont nous fixions ces moments précieux pour l'éternité? Je veux bien sûr parler de l'appareil photo Kodak Instamatic et de l'incroyable Flashcube. La photographie n'était pas un acte banal que l'on répétait 100 fois par jour. Chaque déclenchement coûtait de l'argent. On sortait le petit boîtier rectangulaire noir et argenté uniquement pour les grandes occasions. Les communions, les mariages ou les anniversaires. Mais le clou du spectacle, c'était le moment où la lumière manquait. Il fallait alors clipser le flash cube sur le dessus de l'appareil. Ce petit cube transparent contenait 4 ampoules à filaments métalliques. Lorsqu'on appuyait sur le bouton,
Un éclair aveuglant figeait la scène, laissant tout le monde avec des taches lumineuses devant les yeux, suivi d'une petite fumée et d'une odeur de plastique chaud. Le cube tournait sur lui-même pour préparer l'ampoule suivante. Puis, venait la longue attente. Il fallait terminer la pellicule de 24 ou 36 poses, la porter chez le photographe du quartier et patienter une semaine entière pour enfin découvrir les images, en tremblant à l'idée qu'elles soient floues ou mal cadrées. Restons dans le domaine sonore avec cet objet qui ne quittait jamais les adolescents. Le transistor à pile collé à l'oreille. Avant les écouteurs sans fil, la musique nous accompagnait grâce à ces petits postes de radio rectangulaires en plastique coloré, souvent équipés d'une sangle en cuir. À l'intérieur, de lourdes piles qui coûtaient cher et que l'on usait avec parcimonie. En fin d'après-midi, on tournait délicatement la molette de recherche des stations. Ça grésillait, on passait de la bande FM aux grandes ondes, essayant de capter Radio Luxembourg ou Europe numéro 1. Le Graal absolu était bien sûr l'émission Salut les copains. Les voix des animateurs sortaient du petit haut-parleur grésillant, apportant dans la chambre d'adolescents un vent de liberté et de rébellion. On collait le haut-parleur contre son oreille pour entendre chaque mot de son idole, sous les draps, pour ne pas éveiller les parents. Ce transistor, c'était bien plus qu'un objet. C'était un passeport vers le monde extérieur, une bouffée d'oxygène, le compagnon fidèle de nos secrets de jeunesse. Ouvrons la porte et sortons dans la rue. Retrouvons le souvenir des jeux de notre enfance, sur les trottoirs et dans les cours d'école. À cette époque, la rue nous appartenait. Il y avait moins de voitures, moins de dangers perçus. Et dès la sortie de l'école ou le jeudi après-midi, les quartiers résonnaient des cris des enfants. Nos poches étaient remplies de trésors. Les billes en terre, en verre ou en agate que l'on échangeait selon des cours complexes. Le bruit sec des billes qui s'entrechoquaient dans le caniveau est inoubliable. Les filles dessinaient de grandes marelles à la craie blanche ou rose sur le goudron égratigné, sautant à cloche-pied en poussant un palais avec la pointe de la chaussure. Et puis il y avait le jeu des osselets, véritables petits os de moutons peints de couleurs vives, que l'on lançait et rattrapait sur le dos de la main avec une dextérité fascinante. Nous jouions avec 3 fois rien, avec la terre, des bouts de bois, des élastiques. Notre imagination était notre seul moteur de jeu, et l'amitié se forgeait dans ces compétitions improvisées, avec des écorchures aux genoux et des rires francs. Revenons à une douceur qui faisait pétiller nos yeux d'enfants. Les bonbons achetés à la boulangerie avec nos précieuses pièces de monnaie. L'argent de poche n'était pas monnaie courante, alors la moindre pièce glanée était un trésor absolu. C'était l'époque de la transition entre les anciens francs et les nouveaux francs. On entrait chez le boulanger, et là, sur le comptoir, trônaient de grands bocaux en verre remplis de merveilles colorées. Avec 1 ou 2 centimes, on pouvait acheter du rêve. Les carambars au caramel, durs comme de la pierre, qui collaient irrémédiablement aux dents et dont on lisait la blague à l'intérieur de l'emballage jaune. Les roux-doudous, ce caramel coulé dans un véritable coquillage en plastique ou en nacre véritable que l'on suçait pendant des heures, jusqu'à s'en irriter les commissures des lèvres. Et les Mistral gagnants, petites poudres acidulées qui nous faisaient grimacer de plaisir. Compter sa monnaie dans le creux de sa petite main moite, hésiter de longues minutes devant la boulangère patiente avant de faire son choix définitif. C'était notre première leçon de gestion et la plus délicieuse d'entre toutes. Changeons de registre pour aborder un rituel familial d'une grande solennité. Le cirage des chaussures du dimanche. C'était souvent le samedi soir ou très tôt le dimanche matin que se déroulait cette tâche, généralement dévolue au père de famille. Sur du papier journal étalé sur le sol de la cuisine, toutes les chaussures de la famille étaient alignées. Il y avait les gros godillots de cuir de la semaine et les souliers plus fins pour la messe ou le repas dominical. Le matériel sortait de sa boîte dédiée. La grosse brosse pour enlever la terre sèche, le petit blaireau en crin pour étaler la pâte grasse. L'odeur du cirage à la cire d'abeille de la marque Barane ou Lion Noir embaumait littéralement la pièce. Une odeur forte, chimique, mais curieusement rassurante. Après avoir bien fait pénétrer la pâte, venait l'étape finale de la brillance. Le père utilisait un vieux chiffon en laine ou un morceau de drap usagé
et frottait énergiquement la pointe de la chaussure avec un mouvement de va-et-vient rythmé, jusqu'à ce que le cuir brille comme un miroir. On apprenait ainsi à prendre soin du peu de choses que l'on possédait pour les faire durer. Pensons également à une figure essentielle de notre quotidien qui a bien changé. Le facteur de quartier ou de village, qui prenait le temps de vivre. Dans les années 60, le préposé des PTT à vélo n'était pas chronométré à la seconde près. Lorsqu'il poussait le portail, vêtu de son uniforme bleu et de sa casquette plate, il apportait bien plus que du courrier administratif. Il apportait les nouvelles du monde. Il savait qui attendait une lettre importante de l'administration, qui guettait des nouvelles d'un fils parti au service militaire. Lors de sa tournée, surtout dans les campagnes ou les faubourgs, il était courant de l'inviter à boire un verre d'eau fraîche en été ou un petit café chaud en hiver. Il prenait le temps de s'asseoir 5 minutes sur le bord de la chaise de la cuisine, déposant sa lourde sacoche en cuir brun sur le sol. Il partageait les potins du village, prenait des nouvelles des malades. Le facteur était le lien sanguin de la communauté, un remède contre l'isolement, bien loin de la livraison frénétique et anonyme des colis d'aujourd'hui. Évoquons un autre rituel lié au froid de l'hiver, celui des bouillottes en caoutchouc pour réchauffer nos lits glacés. Comme nous l'avons dit, les chambres n'étaient souvent pas chauffées, et l'air y était vif. S'y coucher revenait parfois à plonger dans de l'eau glacée, les draps en coton épais étant particulièrement froids. Alors, une demi-heure avant le coucher, nos mères mettaient de l'eau à bouillir dans la grande bouilloire sifflante sur la cuisinière. Elles remplissaient ensuite ces poches épaisses en caoutchouc strié, souvent de couleur rouge ou orange. L'odeur de ce caoutchouc chaud et humide est gravée dans notre mémoire olfactive. Elle fermait le bouchon métallique en laiton en serrant très fort, puis glissait cette source de chaleur sous l'édredon en plume, pile à l'endroit où nos petits pieds allaient se nicher. Quand on se glissait enfin dans le lit, l'angoisse du froid disparaissait pour laisser place à un réconfort immense, une douce tiédeur qui nous berçait vers le sommeil. C'était un geste simple, mais qui débordait d'une tendresse infinie. Replongeons-nous encore une fois au cœur de la cuisine matinale, mais cette fois pour le tout premier bruit de la journée. Avant que le café en poudre instantané ou les dosettes ne fassent leur apparition, le café matinal se méritait. Le rituel commençait avec le moulin à café manuel en bois, un objet que l'on trouve aujourd'hui dans les brocantes. On ouvrait le petit tiroir supérieur en laiton pour y jeter les grains noirs et luisants. Puis, la personne assise sur sa chaise coinçait le petit cube de bois carré fermement entre ses genoux. La main droite saisissait la manivelle de fer, et c'était parti pour une longue minute de rotation. Crac, crac, crac. La résistance des grains sous la meule d'acier se faisait sentir dans tout le bras. Et à mesure que le petit tiroir du bas se remplissait de poudre fine, une odeur divine, encore plus pure que celle de l'épicier, réveillait les narines des plus endormis. On tirait le tiroir, on tapotait le bois pour ne pas en perdre une miette. Ce lent démarrage donnait le tempo de la journée, sans précipitation, juste en savourant l'effort récompensé. Sentons à présent ce parfum caractéristique de nos samedis matins à la maison. L'odeur riche et mielleuse de la cire d'abeille sur les meubles de famille. À l'époque, les meubles de salle à manger, les grandes armoires normandes ou les buffets en chêne massif étaient les trésors de la maison. Ils n'étaient pas faits de particules de bois pressées et collées, ils étaient vivants. Et pour les entretenir, il y avait un rituel de nettoyage vigoureux. On ouvrait une grosse boîte métallique plate d'encaustique naturelle. Avec un chiffon doux, on enduisait le bois de cette pâte jaune qui sentait la térébenthine et le miel. Puis, il fallait frotter. Frotter fort et longtemps pour nourrir les fibres et faire briller la surface jusqu'à s'y voir dedans. Le samedi, la maison entière sentait la cire fraîche, le parquet propre et la poussière traquée. C'était l'odeur d'un intérieur tenu avec fierté, d'une époque où l'on respectait les objets transmis de génération en génération, où réparer et entretenir valait 1000 fois mieux que jeter et racheter. Enfin, gardons pour la fin le souvenir le plus poétique et le plus touchant. L'art de la correspondance écrite et de l'attente amoureuse ou amicale. Sans téléphone portable ni messagerie instantanée, la relation à l'autre se tissait sur du beau papier. On achetait des blocs de papier à lettres, parfois bleutés, parfois délicatement parfumés.
S'asseoir à un bureau pour écrire une lettre exigeait de faire le vide autour de soi. On choisissait ses mots, on soignait son écriture à la plume, on raturait parfois, on recommençait. On glissait la feuille dans l'enveloppe, on humectait le rabat du bout de la langue et on collait le timbre avec soin. Ensuite venait la très longue attente. Le courrier mettait des jours à arriver et la réponse encore plus. Mais quel tressaillement du cœur lorsque l'on reconnaissait l'écriture manuscrite d'un être cher sur une enveloppe dans la boîte aux lettres. Déchirer doucement le papier, respirer l'odeur du courrier qui avait voyagé et lire les mots choisis par quelqu'un qui avait pensé intensément à vous pendant 10 minutes entières. Cette magie-là, cette preuve matérielle et indélébile de l'amour et de l'amitié, est peut-être ce qui nous manque le plus cruellement aujourd'hui. Au fond, si nous avons les larmes aux yeux en repensant à tous ces détails, ce n'est pas uniquement par amour des vieux objets. Non, ce qui nous manque, c'est l'âme de cette époque. C'est ce rythme apaisé, cette façon de prendre le temps de vivre, de s'attarder sur les choses simples, de se regarder dans les yeux et de ressentir profondément la beauté du moment présent. Nous avons gagné en confort, c'est indéniable, mais nous avons peut-être perdu un peu de notre émerveillement. Si ce grand voyage dans les souvenirs des années 60 a réveillé une étincelle dans votre cœur, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un pouce bleu en l'air. Cela nous aide énormément à faire vivre ces beaux récits. Mais surtout, je veux vous entendre. Parmi ces 20 souvenirs que nous avons partagés aujourd'hui, quel est celui qui vous a le plus touché? Ou bien, quel est votre souvenir d'enfance le plus précieux que je n'ai pas mentionné? Prenez le temps de nous écrire votre histoire dans les commentaires juste en dessous. Je lirai chacun de vos messages avec une grande émotion. Prenez soin de vous, prenez soin de vos souvenirs, et à très bientôt pour un nouveau voyage dans le temps.